Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais essayer de... Alors, comment on lance? Voilà. On va essayer de poser le problème de la mobilité, du fait que j'ai l'impression qu'on ne se pose pas tout à fait les bonnes questions, ou on prend pas... Il y a plusieurs points de vue pour les prendre. Et il y a évidemment l'écologie, la sociologie, l'économie qu'on n'utilise pas du tout comme point de départ. Et aujourd'hui, on utilise surtout la technologie et le design pour, comme en disant, on va faire quelque chose de nouveau, donc on va changer le moteur, on va changer le poids de la voiture, on va changer la forme des phares. Et en fait, tout ça, ça tourne en rond. Ça fait une bonne dizaine, quinzaine d'années que tout le monde essaye de voir si l'électrique, c'est intéressant, mais c'est trop lourd. L'hydrogène, ça trouve la couche d'ozone. Enfin, c'est un point de départ qui est un peu une impasse, dans le sens où on confond la fin et les moyens quand on parle de technologie comme point de départ. Ce sont des outils, et il faut les utiliser comme des outils une fois que la vision a été installée. L'industrie, c'est un point, à mon avis. Alors, je sais que donc aujourd'hui, on va parler beaucoup des petites startups et qui vont insuffler beaucoup de nouvelles idées et que beaucoup d'énergie et d'envie. Et on peut en parler aussi. Je peux en parler aussi parce que j'en fais un peu partie par certains côtés. Mais l'industrie, c'est un outil énorme aujourd'hui qui est capable de mettre en place des solutions à grande échelle, à des coûts intéressants, avec un savoir-faire sauf qu'elle est coincée par un marketing complètement old school de toujours mettre plus de produits dans le produit et de le vendre. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas aussi trouver une autre façon de changer tout ça. D'avoir un autre point de vue. Donc l'idée de disruption, pourquoi pas. Ce que je vais vous raconter est assez subjectif. Je vais vous montrer aussi que ça a été quand même très réfléchi depuis longtemps et avec beaucoup d'inputs différents. Mais voilà. Je vais commencer tout de suite par vous dire qu'en fait, je pense, donc d'une manière subjective, mais après peut-être 20 ans de réflexion et de travail et de publication et d'expérimentation avec les grands constructeurs, avec des petits constructeurs, avec des créations, que le point de départ qui n'a pas été utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est de partir des business models. Le problème, c'est que le business model de la mobilité et de l'automobile, en particulier puisqu'on parle de quelque chose à grande échelle, donc de quelque chose qui rend les plus larges services. Après, évidemment qu'il y a tout un tas de mobilité connexe, on va dire. Si on part sur une réflexion sur le business model, alors là, on commence à dérouler la pelote et d'essayer de trouver une façon proactive d'intégrer aussi bien la profitabilité pour les actionnaires, mais pour la planète, pour les utilisateurs. Et on va essayer de développer un exemple. Mais on a pensé que c'était peut-être une bonne idée quand même de dire, pour la big picture, de voir d'où toutes ces idées viennent et de vous dérouler un tout petit peu ce que j'ai fait dans ma carrière, on peut dire, dans le sens où j'ai toujours été sur des projets j'ai toujours choisi les projets qui nous faisaient avancer cette idée de travailler. Donc là, bien sûr, je suis parti trop vite. Aujourd'hui, je participe à une aventure à Détroit depuis une petite dizaine d'années, un peu plus, une dizaine d'années en ce qui me concerne, de voitures de luxe, mais qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais qui essaye tout le branding est monté sur l'idée de vendre du rêve, de l'immatériel, et non pas de vendre du produit. Évidemment, étant donné que c'est une petite série, que c'est cher, il faut évidemment que ça soit qu'il y ait certaines caractéristiques du luxe d'aujourd'hui pour être vendu, mais et des coûts
donc ça regarde toutes les petites startups qui veulent se développer, les coûts sont toujours beaucoup plus importants que quand ça s'est développé au sein d'un grand groupe. Bon, je ne reste pas trop longtemps sur ce sujet. J'ai participé depuis 2007 à des projets de voitures électriques nombreux et de toutes les tailles. Et encore aujourd'hui, avec Ecus, on développe des modèles électriques. Je vais essayer d'être rapide pour ne pas perdre trop de temps. J'ai travaillé aussi avec nos amis de l'Estaca. Je vois qu'il y a des t-shirts. Et j'ai vu le véhicule d'APV 3E que j'avais fabriqué il y a 30 ans. Pas le même, mais j'avais participé aussi. Donc dans l'éducation, et aussi bien où j'étais responsable du département automobile dans cette école d'ingénieurs, l'Estaca, et aussi où je participe aussi à l'ESSEC, avec cette idée que si on veut que la technologie vienne soutenir une vision qui soit économiquement proactive, comme je disais tout à l'heure, sur pas mal de sujets. On a créé il y a quelques années, en plein centre de Paris, d'une manière totalement confidentielle, un centre de recherche stratégique pour le board de Volkswagen en Allemagne, où on a travaillé d'une manière totalement différente tous ces sujets, avec des gens différents. J'étais la seule personne qui venait de l'automobile. Il n'y avait que des artistes, des anthropologues, des philosophes, des sociologues. Et on travaillait non pas comme on entend parfois les petits déjeuners de l'innovation, une fois par mois ou une chose comme ça. On travaillait presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière continue pour dérouler cette pelote de ce qu'est le monde aujourd'hui et qui, on voit bien, qui nous contraint dans des visions produits qui sont, après toutes ces études, très clairement le problème. Donc si on sort du produit mais qu'on revient sur l'usage, on va voir qu'on peut aller plus loin. J'ai aussi une expérience pour avoir été directeur chez PSA, en particulier pour tout ce qui était les concept cars et au design. Et juste pour la petite sans être allé jusqu'à travailler pour les bolets, mais j'ai travaillé pendant 3 ans sur le véhicule du 24 heures du Mans dans l'équipe du Velter Racing. Donc voilà, de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, repose sur une connaissance et une réflexion poussée depuis, donc on parlait de les choses prennent du temps. Depuis 2008, le projet est déposé et je vais vous le détailler un petit peu rapidement avec toutes les dernières développements, puisqu'en fait, continue à être développé ce projet qui a été fait d'une manière un peu comme de la recherche appliquée, mais sans laboratoire, on va dire, donc en créant nos propres laboratoires, nos propres partenaires, nos propres fonds, mes propres fonds pour le faire. Cette idée qu'il faut revenir à de la simplicité, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de certains intervenants l'expliquent très bien, ou ils vont l'expliquer très bien, sur revenir à des choses beaucoup plus simples en termes de plateforme. Et donc on a vu des véhicules. Cette vision de la mobilité, c'est ce qui est... ça a servi de modèle à la création d'Internet. Internet, c'est un réseau que Google gère le trafic sur ce réseau en tant que moteur de recherche et sur l'autoroute de l'information. Il y a beaucoup de choses qui sont une analogie, mais ils l'ont traité d'une manière totalement différente en termes de revenus. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui en termes de digital, connecté, toutes ces choses-là, pour l'instant, c'est fait d'une manière extrêmement superficielle en mettant des écrans et essayant de mettre des choses sur ces écrans. Pour l'instant, il n'y a rien. On voit Honda avec un aquarium ou les recherches pour démarrer sa machine à laver chez soi depuis son tableau de bord. Tout ça, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de business model derrière tout ça. Il n'y a pas de revenus. Ça ne fera pas avancer l'humanité ni dans un sens ni dans un autre. Donc, on tourne en rond. Par contre, toute cette image de ce qui existe, de ce qui ont mis en place, malheureusement, peut-être enfin, d'une certaine manière, les GAFA,
c'est une vision extrêmement intéressante qu'on peut faire du reverse engineering en quelque sorte, retraduire comment ils ont compris la mobilité sur les réseaux. Donc cette idée, c'est comment on peut réutiliser, et le meilleur benchmark pour ça, de réussite aujourd'hui on peut dire, c'est le smartphone. Tout le monde a le même. Dans cette salle, on a tous le même. En Afrique, ils ont tous le même. Bernard Arnault a le même que le nôtre. On est tous sur le même. On a tous ce status free device et tout le monde l'utilise comme il veut. Le business model est fait de. Les gens viennent développer ce qu'ils ont à développer dessus. Les utilisateurs utilisent ce qu'ils décident d'utiliser, de payer pour. Et si quelqu'un fait de l'argent avec, la plateforme prend des micro-commissions sur ce qui se fait, comme Google aussi. Donc ce rectangle noir du smartphone qui est vendu vide, puisque cette frugalité, c'est quand même, si on essaie d'intégrer l'écologie d'une manière vraiment proactive, c'est vraiment la simplicité, c'est le poids, c'est le poids physique, le poids dans les esprits. Donc comment diminuer ce poids ? Et là, on voit bien qu'il y a des gens qui arrivent à faire Google avec un rectangle blanc vide, où on écrit noir sur blanc dessus, ou les smartphones avec un écran, un rectangle noir vide, vendu vide. Ils arrivent à faire une très grosse profitabilité et tout le monde l'utilise d'une manière semblable sur la planète. Enfin, différente, mais tout le monde l'utilise en même temps. Donc, comment on peut revenir à ça sur le traduire dans le monde de la mobilité physique, sachant qu'il y a déjà tous les acteurs qui sont déjà en place, les constructeurs automobiles, les routes, les péages, les stations-service, les concessionnaires. Il y a tout un tas de... Tout est déjà là, si on peut les imaginer comme des sites web et comment on se trimballe dans tout ça. Tout existe, les outils existent. Aujourd'hui, pourquoi ça ne s'est pas fait avant toutes ces micro-commissions ne sont possibles que grâce à l'avènement de la puissance informatique qui est assez récente, de ces 5-10 dernières années, et qui permet de gérer des micro-centimes à chaque déplacement d'argent sur le réseau en particulier. Donc comment on peut voir ça et comment penser la voiture et le business model en termes de plateforme et non plus en termes de produits. On va prendre donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui s'appelle le Free Car Project, qui a fait beaucoup parler de lui en 2012 et qui est basé sur de nombreuses études et sur la voiture populaire, donc qui pourrait convenir à tout le monde. Il y a d'autres façons de voir des business models sur des choses plus chères ou plus spécifiques, mais là, cet exemple est sur la voiture populaire. Tout le monde a besoin d'une voiture pas chère en Europe, de la même manière aux États-Unis, mais pas avec la même demande. C'est-à-dire la première voiture des jeunes qui démarrent, la dernière voiture des retraités, la deuxième voiture des familles aisées, ou la troisième voiture des familles très aisées, ou les jeunes couples qui ont juste une petite voiture pour démarrer ou de temps en temps pour en avoir besoin. Tout le monde, les études montrent que tout le monde recherche une voiture pratique, simple, mais et que tout le monde a le même, comment on dit, trigger d'achat, le premier déclencheur d'achat, merci, c'est le prix, avant le design, avant tout ça. Donc par exemple, on a fait des études avec Volkswagen. Volkswagen nous a dit, regardez, tout le monde en a besoin, faites-nous une voiture de 3,50 m à 8 000 €. Alors on dit, mais pourquoi 3,50 m et pourquoi 8 000 €? Parce que si on fait une voiture à 7 000 €, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on explose le marché, on est super, mais on ne sait pas faire une voiture à moins de 8 000 € avec un logo chromé, avec une planche de bord en plastique, avec 4 aérateurs, avec la radio au milieu, avec ceci, cela, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On a dit, mais si on enlève tout ça et qu'on le remplace par des services, que toute cette valeur ajoutée, que ce soit des services comme des applications sur le smartphone et que ça soit quel genre de service, donc tout ça on l'a développé. De la même manière que
tout le monde a besoin d'une voiture de très bas coût, on va dire, pour ne pas dire low cost, parce que quand on dit low cost, on a l'impression que c'est des sous-produits fragiles, alors que nous, on est en train de chercher, on a vu au début que pour l'écologie, il faut des produits durables, surtout si on fait le business model sur l'usage, il faut que la voiture dure longtemps, qu'on ne la remplace pas et qu'on puisse l'utiliser. Et ATKearney a fait une étude qui montrait qu'il y avait 16 millions de nouveaux consommateurs chaque année à partir de 2020 qui seraient capables d'acheter leur première voiture et d'avoir les routes et d'avoir l'économie qui va avec pour pouvoir l'utiliser et en avoir besoin. 16 millions de consommateurs chaque année qui n'ont pas de voiture aujourd'hui dans les pays émergents. Ils sont allés voir, on a travaillé avec eux sur cette étude, c'était un peu quelques années, et ils sont allés voir tous les constructeurs automobiles, et les constructeurs automobiles ont dit ah oui, donc à partir du moment où cette voiture coûtait moins de 3 000 euros, 3 500 $ ou 3 000 $. Et les constructeurs automobiles ont dit mais non, si on vend une voiture à 3 000 $, on va gagner quoi? 3 euros, 10 euros par voiture, alors que si on fait des 4x4 en cuir, on va pouvoir gagner peut-être 5 000 10 000 euros en faisant beaucoup d'efforts sur le marketing et la publicité. Publicité, 1 500 euros par voiture vendue, qu'on paye, que les constructeurs dépensent et qu'on paye dans le prix d'achat en moyenne sur la planète. Donc ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de marché ici. Parce que, encore une fois, le business model était contraignant. Donc, essayons de voir quels sont les marchés qui seraient possibles de développer. Si on imagine la voiture comme une marketplace, comme les Américains aiment bien faire, ou achètent beaucoup de pièces détachées pour leur voiture de style, on va dire, ou d'usage, c'est des marchés qui sont énormes. On voit 650 millions pour 2026, milliards prévus pour 2026. Et si on conçoit la voiture, et ça uniquement pour des usages, on pourrait dire récréatifs, et pas pour des usages qui seraient plus sociaux ou économiquement actifs dans la société. De la même manière, le car sharing, qui est une idée du peuple, qui vient pour contrecarrer l'idée de ce problème des constructeurs automobiles qui proposent des voitures dont le prix moyen en France, je crois qu'il est de 25 000 euros, ou 26 000 peut-être même, ce qui est quand même une somme colossale, pour pouvoir se déplacer par eux-mêmes, donc de partager l'automobile. Là aussi, tous les pays se développent énormément et le réclament, mais il n'y a pas vraiment de voitures destinées pour. Toutes les voitures sont extrêmement destinées pour être possédées, pour être belles, pour déclencher l'achat et présentées avec, peut-être même encore aujourd'hui, j'espère pas, mais avec des filles en maillot de bain sur le capot des voitures. Tout ça pour déclencher un acte d'achat. Si on n'en est plus sur ce sujet-là, on peut redessiner des voitures avec une vision plus partagée. Et quand je dis la dessiner, il n'y a pas que la voiture elle-même, mais le fait qu'elle serait vendue avec son application pour que chacun décide de la partager ou pas, avec le prix qu'il décide lui-même, avec sa propre communauté, qui peut être de 2 personnes, de 0 personnes, de 100 personnes, son club de sport, de 10 personnes. À l'Estaca, ils peuvent avoir acheté 2 voitures et les faire partager. Ils rentrent les noms des personnes, ils décident des tarifs. Il suffit juste de faire comme n'importe quelle application, de prendre une commission. Le constructeur prend une commission sur le fait. Pas besoin d'être Bolloré ou de créer des stations de recharge ou des réseaux. Laissons les gens faire comme ils veulent. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant et se développe extrêmement vite. Et le fond du projet du FRICA est le plus juteux, on va dire, puisque l'idée, c'est de le prendre du côté financier pour intéresser justement les constructeurs et que ce projet se développe. C'est l'idée qu'on appelle ici cashback. Une petite voiture, aujourd'hui, crée durant sa vie, une voiture d'entrée de gamme, crée durant sa vie plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en dehors du constructeur automobile.
chez Total pour acheter l'essence ou chez Engie pour acheter l'électricité. On voit que les prix sont très comparables. Les pneus, les assurances. Je ne parle même pas ni de publicité ni de crédit pour acheter la voiture, qui sont en top de tout ça. Donc, les coûts de fonctionnement de cette voiture, quand on regarde, c'est 3 700 € par an. 3 700 € par an, oui, de services pour la voiture. Et grâce à la voiture, on dépense aussi 2 900 € par an chez Ikea, Auchan, aux États-Unis, Walmart. Leur motto, c'est No parking, no business. Tous ces centres commerciaux où on ne va que en voiture. Ça représente une somme très importante. Si on arrive à trouver la manière de faire comme Google, qui nous amène chez les marchands, de pouvoir mesurer numériquement le clic quand on utilise la voiture pour aller acheter effectivement, parce que par exemple chez Google, leur technique c'est de faire payer le marchand, le e-marchand, au moment où on rentre sur le site web, mais même si on n'achète pas. Alors que là, si, rentrons tout de suite dans la solution, si on met sa carte bleue dans le tableau de bord et qu'on paye quand on la conduit et qu'on paye à la caisse avec cette carte bleue, les commissions seront prises uniquement sur les achats effectifs en plus. Donc très facile à mesurer. Ça, c'est pour les achats. Pour les assurances, il y a d'autres façons de monétiser tout ça à l'usage. Tout ça va dans le même sens pour tous les acteurs qui sont déjà sur le réseau. Et on va s'apercevoir que aussi, ça va créer tout un tas de nouvelles possibilités pour de nouveaux acteurs d'entrer dans le game. Excusez mon mauvais français. Je mélange un peu. Un petit exemple, ce que je viens de vous raconter là, avec ces marchés qui sont en pleine progression sur tous les usages et qui sont de la même manière qu'on utilise le smartphone, donc on a l'habitude d'utiliser ce genre d'applications, de payer ou de ne pas payer, justement de se faire payer les applications par les gens qui vont gagner de l'argent avec nous. La vente d'une Logan, d'une Dacia, rapporte en moyenne 700 € par voiture. Si on imagine une production de 100 000 unités par an, ça c'est juste un cas pratique, vendre une petite voiture rapporterait 700 millions, avec des investissements qu'on connaît pour l'automobile, qui peuvent aller, peut-être pas pour une Dacia, mais qui vont en règle générale aux alentours du milliard, entre 600 millions et 1 milliard d'investissements pour faire un nouveau véhicule. Là, si on va voir comment un véhicule avec moins d'investissement et qu'on le finance avec ce nouveau business model, c'est 5 fois plus intéressant. 5 fois plus intéressant uniquement au niveau et donc on arrive à 3,5 milliards de profits au bout de la vie de la voiture, qui est de 15 ans normalement aujourd'hui. Mais si on la dessine d'une manière encore plus durable, ça va encore rapporter encore plus. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que plus on travaille ce sujet, plus ça devient, plus on voit que ça devient de plus en plus contemporain et habituel chez les utilisateurs et aussi chez les grands acteurs du numérique, de réfléchir leur système en plateforme et non pas en tunnel. On s'aperçoit qu'on peut créer tout un tas de nouveaux services, de mettre en relation les gens qui vont créer les applications, ceux qui vont les fabriquer, ceux qui vont les vendre, ceux qui vont les acheter, ceux qui ont des idées, toutes les petites startups qui vont pouvoir dire bon, écoutez, nous, on a compris quelque chose pour la ville du Mans, on a besoin de ça, ça et ça très précisément. Par contre, on a besoin de quelqu'un pour les fabriquer, on a besoin de consommateurs, tac, tac. Tout ça pourrait être toujours pris sur la même marketplace, un site web, qui réunit tous ces services. Et là, ça devient, comme on dit, X as a service, tout et n'importe quoi. On peut même mettre les financiers en relation dans les banques, les Kickstarter, toutes ces choses-là peuvent se connecter pour créer de nouveaux usages d'une voiture très utilisable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands acteurs qui achètent des flottes
qui les mettent au service de marques comme Starbucks et on devient des midi baristas dans sa voiture. Je fais pas de la retape, mais j'ai vu ce week-end, il y avait un type garé en bas de chez moi dans Paris, à 3 h du matin. Il a ouvert son coffre et il a commencé à vendre des hot dogs avec une plaque chauffante qu'il avait dans le coffre de sa voiture. Toutes ces choses-là, si on les favorise et qu'on laisse ce business s'installer, et à chaque fois, de la même manière, le constructeur ou le provider de cette plateforme de mobilité prendrait des commissions sur les dépenses effectives. Tous ces business models de l'Internet sont basés sur une caractéristique qui nous pose problème ici quand on parle de micro-startups, de bonnes idées mais qui ne peuvent pas avoir les moyens. Tout ça repose sur des communautés, des très larges communautés d'utilisateurs. S'il n'y avait pas tous ces utilisateurs de smartphones, il n'y aurait pas toutes ces applications de smartphones qui sont même des fois très spécifiques à une très petite communauté. Mais il faut qu'il y ait ce... Donc c'est basé sur un très grand volume de communautés. Donc il faut passer par l'industrie si on veut installer, si quelqu'un trouvait que ce serait intéressant d'installer une telle vision qui n'est pas disruptive dans le sens où il n'y a aucune innovation là-dedans. C'est que des choses qui existent. On parle de smartphones, on parle de business models qui existent déjà, ces micro-commissions, d'acteurs qui existent déjà. Il y aura sûrement de nouveaux acteurs et on en voit dans le développement. Ça nous ouvre des marchés gigantesques de gens qui, et c'est là où vous pourrez me poser peut-être des questions un peu plus piégeuses plus tard, qu'on peut démocratiser énormément l'usage de la mobilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet rebond si on installait, qu'il y aurait beaucoup plus de mobilité. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça sera à mesurer. Mais si c'est avec des objets durables, beaucoup plus légers et plutôt vides quelque part de plastique et pleines de sens pour les gens qui vont l'utiliser, comme les smartphones ou le carré blanc de Google, ça nous ouvre énormément de marchés. Mais pour réussir à lancer une communauté très large, il faut baisser le prix d'entrée pour les différents acteurs, puisque en fait, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourra le faire plus tard ou plus tard dans les semaines qui viennent, pour ceux qui voudront me contacter. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais bon, il faut baisser le prix de la voiture d'entrée. Oui, il y aurait un fee d'entrée, c'est-à-dire une voiture qui coûterait, une Logan à fabriquer, les coûts de fabrication, c'est 3 000 € environ, à l'époque où ils ont lancé la Logan, ou 3 300 €. Et ils la vendaient à un prix d'appel de 7 000 €. Si on fait une voiture plus simple, à 6 000 €, qu'on demande au client de payer 3 000 € pour éviter qu'il, s'il avait vraiment gratuitement sa voiture d'entrée de jeu, qu'il crève un pneu, il va la jeter dans la Seine. Excusez mon parisianisme. Il la jeter dans un coin. Et donc il faut un tarif d'entrée, comme chez le psy, pour se sentir impliqué dedans, mais qui serait remboursé. Donc si on fait tout ça, comme on a vu le cas pratique avant, un prix d'entrée d'une voiture à 3 000 €, quand on voit que Volkswagen rêve d'une voiture à 7 000 €, 3 000 €, tout le monde pourrait rentrer dedans, et la voiture serait remboursée au fur et à mesure des achats, de l'utilisation de la voiture assez rapidement, en fonction de ce qu'on voit, de ce qui est partagé entre l'utilisateur et le constructeur. Donc pour baisser tout ça, il faut réduire le nombre de pièces, réduire les frais, les investissements sur l'automobile, c'est-à-dire de faire peut-être des voitures sans outillage, c'est-à-dire qu'en tôle pliée, et qui nous amène vers des looks plus Jeep que BMW peut-être. Et aussi, si on fait des choses comme ça et qu'on n'a plus besoin d'outillage, on peut produire localement, puisqu'il suffit juste de souder des tubes, d'assembler des parties pliées. Donc ça, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde peut le faire. Encore un nouvel écosystème de petits constructeurs, comment pourrait-on dire,
d'usines éclatées et sous licence, avec toutes il n'est pas question de le faire soi-même dans son garage, bien que, mais c'est terminé. Et ça permet de baisser les coûts de logistique, de fabriquer sur place, et les taxes d'importation, et de garder les emplois en France, dans le cas c'était l'article donc de 2012 des Échos, de Challenge qui faisait l'accent là-dessus. En plus, on garde, puisque l'argent ne se fait pas sur le produit, la fabrication du produit peut se faire, n'est plus un coût. Et donc tout ça, comment faire pour que ce design ait l'air plus ou moins agréable, un peu comme comment s'est lancé le smartphone, l'iPhone, uniquement avec la couleur blanche des écouteurs, dans leur pub comme dans la rue, où tout le monde savait qu'on était rentré dans la modernité uniquement par un geste de couleur. Parce que c'était le symbole de tout ça. Donc on peut faire quelque chose de très iconique, de très symbolique. On a gardé les images finalement. Et on va faire différemment. Et voilà. Toutes les informations... c'est moi ? Non, ça c'est notre facilitateur graphique. Ah, waouh! Ça avait l'air intéressant. Mais tout est disponible, tous les articles qui ont été écrits là-dessus, certaines explications, les manières de contacter pour développer plus ou moins les sujets, d'autres articles que j'ai écrits sur l'automobile, d'autres business models sur d'autres. Tout ça, voilà, pour conclure. Rentrer par le business model, après 20 ans de réflexion sur comment réussir à faire une mobilité moderne par rapport à le monde qui nous entoure, les besoins qu'on a et les habitudes, et ce qu'on a déjà sur place, sans inventer une nouvelle technologie ou inventer des nouvelles idées, ce serait de pouvoir de commencer par le business model. Et après, on s'aperçoit que le design est dessiné par le business model, que les usages sont complètement ouverts et non plus contrôlés par une idée, un fantasme qui coûte extrêmement cher aux constructeurs automobiles. Je vous ai dit, 1 500 € par voiture vendue en moyenne. De dire, les phares en forme de papillon, c'est ça le futur, c'est ça qu'il vous faut. Achetez la nouvelle Mégane ou la nouvelle BMW parce qu'elle a des phares ronds au lieu de carrés. Là aussi, on peut laisser cette plateforme, si on dessine la voiture en tant que plateforme, elle sera ouverte aussi aux sous-traitants pour vendre directement eux-mêmes leur technologie à leur propre rythme, avec leur propre vision du monde, et de la vendre directement sur cette plateforme qui leur permet aussi, en prenant des commissions, enfin nous, le constructeur qui fera ça, de prendre des commissions. Tout ça, donc je vous ai dit, c'était en voyant le business juste, qu'on connaît déjà, mais appliqué à l'automobile, c'est multiplier par 5 la rentabilité d'une automobile, simple, en la rendant plus durable et plus légère et moins chère à fabriquer. Mais si on rajoute tout ce qui est as a service, on arrive à sky is the limit, comme disent les Américains. On peut multiplier par 10 la rentabilité d'une petite automobile. Parfait. Merci beaucoup. Je ne voulais pas couper abruptement,